Bonjour de Gaza. Gaza, les difficultés, Gaza, la souffrance, Gaza, toujours ce blocus israélien inhumain, mais Gaza, la résistante, Gaza, la volonté, Gaza, la vie, Gaza, la liberté, Gaza, le courage, Gaza, la détermination, Gaza, la dignité, Gaza, l'avenir, Gaza, la solidarité francophone et Gaza, l'espoir. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 10 avril 2016. Il fait très chaud à Gaza. Au plaisir de vous retrouver en direct depuis Gaza avec votre émission hebdomadaire Bonjour de Gaza la vie. 7 avril, c'est la journée de prisonniers en Palestine. Nous rendons un grand hommage à tous nos prisonniers. Il y a 5000 prisonniers palestiniens, parmi eux des enfants et des femmes, qui sont toujours derrière les barreaux israéliens. Nous exigeons, comme tout le peuple palestinien, la liberté de tous ces prisonniers palestiniens. Aujourd'hui, on a profité de la présence d'un médecin anesthésiste qui se trouve actuellement dans la bande de Gaza dans le cadre d'une mission médicale pour les médecins et les patients de Gaza, pour l'inviter. Et il a accepté avec beaucoup de gentillesse l'invitation. Et on va discuter. Le thème aujourd'hui, on sera l'émission médicale francophone à Gaza. Et j'ai le plaisir d'inviter dans le studio Dr Christophe Dinantes. Bonjour docteur. Bonjour Ziad, merci pour ton invitation. Merci à toi, merci d'être venu. Voilà, donc le thème aujourd'hui, ce sera l'émission médicale. Toi, avec d'autres médecins, d'autres chirurgiens et d'autres spécialistes français, vous êtes actuellement dans la bande de Gaza pour une mission médicale. Je pense tu vas nous parler. Donc, vous êtes depuis 10 ans, je pense, à Gaza et en Palestine depuis plus de 15 ans pour des missions médicales. On va parler de ces missions et l'importance de ces missions sur la situation médicale dans les hôpitaux de Gaza, parce que vous êtes le mieux placé pour connaître le besoin en formation et la situation des patients. Et vous étiez, donc Christophe, vous étiez déjà notre invité en novembre 2015, 6 mois donc après. Vous êtes de nouveau dans la bande de Gaza pour une nouvelle mission médicale. Voilà, on a d'abord depuis quand vous fréquentez la Palestine en général et la bande de Gaza en particulier? Alors, ma première mission s'est déroulée en 1999 et c'était à l'hôpital Al-Alia à Hébron, en Cisjordanie. Ensuite, j'ai participé à différentes missions au début de l'intifada qui se sont déroulées à Naplouse, à l'hôpital Rafidia et à Jenin. Et c'était devenu des missions d'urgence parce que l'intifada avait démarré en novembre 2000. L'AFPS a organisé une mission dans la bande de Gaza en 2001 en invitant 4 professeurs, des professeurs de chirurgie, de médecine, de rééducation, et un écrivain qui était François Maspero. Et suite à cette mission organisée par la FPS, François Maspero a écrit un grand article dans Le Monde sur le déroulement de cette mission où il raconte qu'une réunion avec les médecins palestiniens, bombardement, et tout s'arrête, plus d'électricité. À ce moment-là, on ouvre les fenêtres pour éviter qu'elle n'éclate à cause des vibrations. Et Christophe est très marqué par cette mission et nous, de notre côté, nous cherchions quelqu'un pour organiser des missions de formation et sortir des missions d'urgence. Et on a pris contact avec Christophe Oberlin. Nous étions 2 médecins, Philippe Luxero et moi-même. Et en 2002 débutaient donc des missions de formation à la chirurgie de la main dans la bande de Gaza. Donc voilà, donc c'est 2001, vous avez commencé et je pense tous les 6 mois, vous faites un séjour d'1 semaine pour les médecins et les spécialistes pour la formation et pour les opérations, c'est ça?
Alors nous organisons 3 missions par an, des missions de 8 jours qui se sont déroulées entre 2002 et 2005 à l'hôpital Nasser, qui est l'hôpital gouvernemental de Khan Younes, et qui, à partir de 2005 ou peut-être un peu plus tard, 2005-2007, se déroule maintenant à l'hôpital Shifa, qui est à Gazaville. Très bien. Et depuis, donc, 3 missions par an, c'est important. Et dans votre mission de 1 semaine, 8 jours, vous faites quoi? Vous faites la formation pour les chirurgiens, vous faites l'opération, qu'est-ce que vous faites? Des consultations? Voilà. Alors, Christophe Oberlin travaille avec généralement un deuxième chirurgien senior et un chirurgien junior, c'est-à-dire un étudiant en fin de formation. Et ce sont ces jeunes étudiants qui sont extrêmement importants parce qu'ils assureront la relève. Une infirmière anesthésiste et un médecin anesthésiste. Et Christophe partage son temps entre des interventions chirurgicales. Il y a 15 à 20 patients opérés à chaque mission, donc en moyenne 3-4 patients par jour, et à la formation. Et Christophe a délivré un diplôme universitaire de chirurgie de la main, qui est une équivalence avec un certificat qui est délivré à l'hôpital Bichat à Paris, à 10-12 chirurgiens palestiniens. Très bien. Et donc, justement, pour la formation des médecins palestiniens, il y a le diplôme, c'est important, mais quelle est votre impression, vos remarques sur cette formation? Est-ce que ça déroule très bien? Comment vous trouvez la réaction des médecins palestiniens? Est-ce qu'ils ont envie d'apprendre? Ils essayent, parce que c'est pas toujours évident avec les fermetures de passage, avec le blocus, de sortir. Donc c'est une occasion, votre venue à Gaza, c'est une occasion pour essayer d'échanger les expériences avec les médecins palestiniens. Est-ce que vous pouvez parler en détail sur cette formation proposée de la part du docteur Christophe Oberlin pour les chirurgiens et pour les médecins juniors et seniors palestiniens? Alors, ce que je dirais d'abord, c'est que depuis 2007, donc il y a un blocus, même un petit peu avant, 2007, en tout cas le blocus ne s'est jamais levé depuis, et beaucoup de chirurgiens qui se formaient, en tout cas pour les spécialités à l'étranger, ne peuvent plus le faire. Et le seul moyen d'assurer ces chirurgies hyper spécialisées, c'est finalement d'organiser des missions dans la bande de Gaza et de former sur place des chirurgiens qui ne peuvent plus aller à l'étranger pour se former, sachant que par ailleurs, des formations initiales de médecins généralistes et des formations de médecins spécialistes ont été mises en place dans la bande de Gaza entre 2007 et maintenant, et que la bande de Gaza actuellement forme ses chirurgiens généralistes et forme ses médecins spécialistes. À l'université, c'est ça? Alors il y a 2 universités qui sont l'université El-Azhar et l'université islamique de Gaza qui maintenant ont une faculté de médecine. Oui, qui forment des médecins généralistes, oui. Et toi, par rapport à ton travail comme médecin anesthésiste, c'est quoi ton rôle dans l'émission? Est-ce que tu assures l'accompagnement? Tu es toujours présent? Est-ce que tu as une part de cette formation, de ces consultations? Parle-toi de ton travail. Personnellement, j'assure un rôle d'abord de logistique, c'est-à-dire faire en sorte que je m'occupe de l'organisation de la mission et puis faire en sorte que tout se passe bien sur place. Et pour ce qui est du rôle de formation, je n'ai pas de titre universitaire, donc je fais de la formation, je dirais, par compagnonnage avec soit des médecins anesthésistes réanimateurs qui ont été formés. Il faut savoir que dans la bande de Gaza a été mis en place un diplôme des diplômes de spécialité, dont un diplôme d'anesthésie-réanimation, tout ça étant couplé avec les formations assurées en Égypte. Très bien. Donc la dernière mission, c'était en novembre 2015, 6 mois après. Est-ce que tu penses qu'il y a un changement dans la bande de Gaza? Quelles sont tes impressions? Est-ce que 2 impressions sur les rencontres en général, parce qu'en dehors de ta mission médicale, en dehors de ton travail de fond, de qualité, et ces efforts déployés, toi et toute l'équipe médicale dans l'hôpital Shifa et
pendant la formation et l'échange et les consultations et l'opération. Et tu as des rencontres avec les francophones de Gaza, avec les habitants de... Donc, qu'est-ce qu'elle a changé en 6 mois, soit à l'hôpital, soit dans la ville de Gaza? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Gaza, la vie est rendue difficile par une situation de blocus. Ce blocus qui s'exerce aussi bien sur les biens matériels, c'est-à-dire les importations, les exportations, et sur les personnes. Et les personnes, ce sont, je donnerai 2 exemples, avec d'une part les patients, encore une fois, pour les chirurgies hyper spécialisées, il existe un conseil médical et au niveau de ce conseil médical, les cas difficiles sont proposés et un comité décide de faire traiter ces patients à l'extérieur. Et 30% de ces patients qui devraient être traités à l'extérieur ne peuvent pas l'être parce qu'il y a un refus de la sécurité israélienne. Deuxième exemple, ce sont les étudiants. Actuellement, 1200 étudiants ont obtenu des bourses à l'étranger, en Europe, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Amérique du Nord ou du Sud. Dans tous les domaines ou dans le domaine médical? Je pense que c'est dans tous les domaines, mais tu connais mieux les chiffres que moi. Je crois que 1200 étudiants actuellement sont bloqués, et bloqués d'une part côté israélien, mais aussi côté égyptien. Oui, parce que les passages sont tous fermés. Et malheureusement, en dehors de ces 1200 étudiants, il y a des 10 000 Palestiniens entre patients, familles et conférenciers universitaires qui n'arrivent pas à quitter la bande de Gaza pour rejoindre les universités, joindre les autres pays pour soit leur travail, soit pour leurs études. Et ça, je pense, lié au blocus israélien inhumain qui touche la bande de Gaza depuis plus de 10 ans maintenant. Où ça montre un peu que malgré les efforts de la solidarité et les manifestations des gens de bonne volonté, il y a toujours un blocus israélien. Et contrairement au droit international, heureusement, même si les Palestiniens n'arrivent pas à sortir de Gaza, il y a des gens de bonne volonté comme vous qui font beaucoup d'efforts pour venir ici à la bande de Gaza pour assurer la formation. Pour vous, c'était la formation médicale, mais il y a d'autres solidaires, d'autres spécialistes, d'autres visiteurs qui viennent pour donner, pour échanger avec les Gazaouis, pour assurer une formation, pour montrer donc sa solidarité avec les Palestiniens de Gaza qui subissent un blocus israélien inhumain. Maintenant, on va parler de la situation médicale dans la bande de Gaza, donc les hôpitaux, le matériel, les difficultés. Donc, est-ce que tu peux nous adresser une idée sur Toi, tu travailles dans les hôpitaux, dans l'hôpital Shifa. Tu as déjà travaillé à l'hôpital Nasser, donc tous les 6 mois, voire les 4 mois, tu viens 1 fois, 3 fois par an. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la situation générale des hôpitaux de la bande de Gaza? Par exemple, le matériel, les médecins, le niveau de satisfaction des patients, le traitement des patients, les difficultés. En dehors des difficultés que tu as abordées, ça veut dire le blocus pour faire sortir les étudiants, pour poursuivre les études, les médecins et les spécialistes pour la formation. Est-ce que tu peux nous adresser un bilan sur ces hôpitaux donc, dans la bande de Gaza? Alors, d'abord, concernant nos conditions de travail, ce qu'on observe depuis 15 ans que nous venons, c'est d'une part que le niveau, aussi bien du personnel de base, c'est-à-dire ceux qui assurent l'entretien, le nettoyage, que le personnel paramédical, c'est-à-dire personnel infirmier ou médical, ne cesse de s'améliorer. Et une des raisons de cette amélioration, c'est que maintenant tous ces gens-là sont formés sur place. Les formations initiales ne se font plus à l'étranger pour les médecins, encore une fois, elles sont faites sur place. Et ce que nous disent nos collègues, c'est que maintenant nos étudiants, on les forme et on connaît leur niveau qui est un bon niveau. Donc première chose, c'est qu'on observe une amélioration de la qualité du travail. Et pour ce qui est de l'approvisionnement,
Je vais raconter une anecdote. Enfin, le blocus, encore une fois, existe depuis 2007. Mais jusqu'en 2013, la frontière avec l'Égypte était très perméable, et bien que ce soit par des tunnels. Et nous avions besoin d'un médicament. Je suis anesthésiste, j'ai besoin de dérivés morphiniques. Quand j'avais besoin de morphine, on passait un coup de fil côté égyptien et dans les 24 heures, on avait la morphine. Ici, actuellement, si on a une rupture de stock de morphinique, il va falloir faire une demande à Ramallah. Ramallah va la transmettre, va faire une demande côté israélien, et ensuite il va falloir que ça soit acheminé, et c'est beaucoup plus long. Donc quand il y a rupture de médicaments, eh bien la solution n'est pas immédiate et peut poser problème. Un dernier exemple, c'est celui de la cancérologie. La France a monté avant la mise en place d'un blocus, un centre anticancéreux avec entre autres de la radiothérapie. Ici à l'hôpital Shifa. À l'hôpital Shifa. Et tout ça est tombé à l'eau et n'a pas eu de suite parce que on a considéré que des produits radioactifs pouvaient être à double emploi et tout le projet était bloqué. Et il faut savoir que la mortalité par cancer, et entre autres les cancers du côlon, est extrêmement importante et que des cancers qu'on guérit partout dans le monde comme les cancers du sein, la mortalité est extrêmement importante dans la bande de Gaza. Tout ça parce qu'il n'y a pas de produits il n'y a pas de radiothérapie et même certains produits de chimiothérapie sont interdits. D'accord. Donc ça montre un peu la difficulté pour les patients, pour trouver des médicaments et pour les médecins de Gaza pour s'adapter avec le contexte difficile, contexte lié au blocus israélien et difficulté la fermeture des passages. Donc, et pour les missions, est-ce qu'il y a une particularité pour chaque mission? Par exemple, votre mission actuelle, est-ce que c'est la même? Ça veut dire c'est toujours les 3 activités, 3 missions, ça veut dire consultation, opération, formation, ou est-ce qu'il y a d'autres programmations dans vos missions médicales en général? Non, nos missions se partagent entre encore une fois le bloc opératoire, donc la chirurgie, et l'activité de formation. Ce que je signalerai quand même, c'est que il était prévu nous devions participer à 5 à cette mission, et qu'un des 2 chirurgiens seniors, qui s'appelle le docteur Hassan, qui est un Anglais d'origine irakienne, qui fait des missions depuis 10 ans avec nous, a cette fois-ci été bloqué parce qu'il n'a pas eu de coordination israélienne. Voilà, ça fait partie des imprévisibles qui peuvent gêner le bon déroulement de la mission. Et oui, ça montre un peu la politique israélienne de faire stopper les efforts, et on l'a vu avec l'interdiction d'un médecin, donc chirurgien spécialiste, ça fait 10 ans qu'il vient avec vous, et cette année il était refoulé, il était bloqué, il n'a pas eu la coordination, il n'a pas eu l'autorisation israélienne de venir dans la bande de Gaza, mais heureusement que le reste du groupe est là, parvenu à entrer à Gaza pour cette mission noble, cette mission humanitaire, cette mission médicale, très appréciée par les médecins palestiniens. Justement, on va parler des médecins palestiniens. Comment tu trouves leur niveau d'apprentissage? Ils s'adaptent avec vous, parce qu'on a quelques statistiques, par exemple le nombre de patients donc, qui étaient transférés en Israël dans le domaine de la chirurgie de main a diminué, je pense, 30 à 40%. Donc ça montre qu'il y a des efforts, il y a en dehors de vos missions, il y a la formation initiale. Allô, nous avons un appel. Allô? 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 Oui, Ziad? Oui, c'est Allô? de Paris. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, c'est Laurent de Paris. Allô? 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 Tu entends? Non, ça passe pas. Allô? Oui? Oui, bonjour. Allô? Allô? Oui?
Allô, moi j'entends. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, quel appareil? C'est Laurent de Paris. Laurent, comment vas-tu, Laurent? Ça va bien? Laurent Bedoin? Oui, c'est ça. Bonjour, Laurent. Oui. Ça va? Bonjour à tout le monde. Bonjour Laurent. Oui, bonjour Christophe. Christophe. Alors, moi je ne vous vois pas parce que je ne suis pas chez moi, mais je vous regarderai en replay. D'accord, on t'écoute. En tout cas, merci, ça nous fait plaisir de t'entendre, Laurent. Il fait beau chez vous? Très chaud. Oui, il fait chaud, un petit peu de soleil ici. Et à Paris, c'est le soleil ou c'est frais? Moyen, des nuages et du soleil. Ah, des nuages et du soleil. On t'écoute, Bédouin. Tu as un message, tu as une question. Je voulais demander à Christophe comment est constitué le système de santé à Gaza. Est-ce qu'il y a des médecins avec des cabinets de médecins ou est-ce qu'il y a des centres médicaux ou comment on fait à Gaza pour se soigner? Comment ça marche? Alors, il y a un gouvernement d'abord à Gaza, et ce gouvernement a un ministère de la Santé. Tu réponds après, on va le laisser. Est-ce que tu as d'autres questions? Comme ça, on va te libérer, Laurent, pour... Oui, écoute... C'est ça ta question? Oui, c'était ma question principale. D'accord. En tout cas, merci. Tu nous suis sur Internet pour ne pas te retenir beaucoup sur le téléphone. Donc, tu poses la question sur le système de santé. En tout cas, nos amitiés à toi, à tout le groupe de Saint-Méry, parce que vraiment, on a beaucoup échangé via Skype et tu passes le bonjour au père de Christophe. Donc, en tout cas, merci beaucoup, Laurent, pour ton appel. Merci, à bientôt. Au revoir, merci. Voilà, c'était Laurent Bédouin de Paris. Donc, il représente un groupe de solidaires. Je ne sais pas si tu le connais, Christophe. Il pose la question sur le système de santé à Gaza, le fonctionnement, les centres médicaux, les hôpitaux. À toi, tu es spécialiste. Alors, il y a encore une fois à Gaza, il y a un gouvernement et un ministère de la Santé. Il y a un ministère de la Santé qui n'est plus pour le personnel qui travaille, et à côté de ça, les médecins ont ce qu'on appelle des private clinics, qui sont en fait des cabinets médicaux, où là, ils consultent selon un mode libéral. Et puis, il existe beaucoup d'ONG palestiniennes et internationales qui ont monté des centres de santé qui fonctionnent de façon parallèle, mais de façon parfaitement coordonnée avec les centres de santé du ministère. Voilà. Donc voilà, si je comprends bien, il y a trois structures de la santé. Il y a la structure officielle, le ministère de la Santé, qui organise, qui est responsable, qui contrôle les hôpitaux publics, les centres médicaux publics, les centres de premiers soins, les centres de formation médicale. Après, nous avons les cliniques privées, les cabinets privés. Comme tu as dit, c'est le mode libéral, comme tous les pays du monde. Et après, il y a la particularité qu'il y a des ONG, soit des ONG locales, palestiniens, soit des ONG internationales qui ont ouvert donc des centres et des ONG. Et comme tu as dit, en coordination avec le ministère, le gouvernement à Gaza, le ministère de la Santé, comme Médecins du Monde, Médecins sans frontières et beaucoup d'associations internationales, handicap international. Donc il y a des associations françaises, francophones, mais il y a des associations internationales. Donc c'est un système un peu particulier, mais c'est lié à la situation, à l'occupation, aux besoins de cette population. Malheureusement, le blocus, il a des conséquences dramatiques sur toute la population et en particulier, et notamment les patients qui n'arrivent pas à sortir, à quitter Gaza pour se soigner dans les hôpitaux, soit égyptiens, soit israéliens. Voilà, on va prendre une pause. Merci beaucoup pour ces explications. On continue après la pause, Dr Christophe. Bonjour de Gaza, la vie. On revient à notre émission sur l'émission médicale dans la bande de Gaza et j'ai l'honneur et le plaisir d'inviter Dr Christophe Dinante, donc médecin anesthésiste actuellement dans la bande de Gaza pour une mission médicale, qui est en train d'expliquer en détail l'objectif et l'histoire de ces missions et la qualité de travail médical et les difficultés pour les médecins et les patients de Gaza de quitter Gaza à cause de blocus israélien. Nous avons un autre appel. Allô? Bonjour. Bonjour. Qui est l'appareil?
C'est Mohamed Abou Sarrar. Mohamed Abou Sarrar, département de français, c'est ça? Oui, en deuxième année. Deuxième année, mais tu parles bien français, Oui, bravo. en fait, je connais Monsieur Christophe, il me connaît bien. C'est vrai? Voilà, tu es très célèbre, docteur. Monsieur Zia travaille depuis 10 ans, personne ne parle de lui. Et toi, tu Oui, viens, en fait, j'étais avec lui il y a une semaine dans les C'est vrai? Oui. Mohamed assure la traduction de Ah, tu exploites, même tu exploites, la consultation d'anesthésie. tu n'exploites pas seulement Ziad Midouk, tu exploites ses étudiants. C'est grave, docteur Christophe, oui. Est-ce que tu as une question, un témoignage à dire, Mohamed? En fait, j'ai pas de questions. Moi, Oui. je remercie Monsieur Christophe et ses collègues pour leurs efforts, leur soutien de notre peuple, de l'aspect médical qui n'est pas moins important que les autres aspects de la vie à Gaza. Je veux dire qu'avec les difficultés de voyage que les patients gazaouis affrontent, leur visite était la solution magique pour ce problème. En fait, j'étais avec Dr Christophe dans la première journée Oui. qui était consacrée pour la consultation. Et qu'est-ce que tu as fait? Donne-moi tes remarques, tes Oui, en fait, impressions. la journée voilà. était très longue. Oui. Beaucoup de patients sont venus, y Oui. compris des victimes de la guerre. Leurs blessures étaient assez graves. L'équipe avait tant de choses à faire. Justement, est-ce que tu peux nous parler de réaction de ces patients, soit les patients Oui, normaux, en soit... fait, les patients étaient très contents de l'avènement de cette équipe. Hmm. Il y a des patients qui leur attendent depuis 3 mois. Hmm. Ah, tout est- Cette équipe ajoute beaucoup aux patients parce qu'elle fait des opérations que les patients doivent voyager pour qu'ils puissent les faire. Hmm. Donc, les patients étaient satisfaits donc, de ces Oui, j'étais missions. satisfait, très content de... Tu as quelque chose, docteur Christophe? Oui, merci Mohamed pour mon témoignage. Alors je reprécise un peu quel est le rôle de Mohamed. Mohamed est un étudiant de deuxième année de Ziad Medoug, donc à l'université Non, de département de français, oui. département de français de l'université Al-Aqsa. Et j'ai sollicité Ziad il y a maintenant 2 ans de ça en lui disant j'ai une consultation d'anesthésie. Avec Et plaisir. pour que je puisse interroger les patients, ou quand il s'agit d'enfants, les parents, et j'ai besoin d'un étudiant. Et voilà, Mohamed assure ce rôle avec beaucoup de gentillesse. Et permet- Allô? Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Mohamed, Merci à vous. pour ton Merci appel à et monsieur pour... Christophe et son équipe. Merci. Ça signifie beaucoup pour nous. Donc, Voilà. Merci, merci pour ton appel. Merci pour l'appel et merci pour ta traduction, donc très appréciée par Dr Christophe lors des consultations de premier jour de leur mission médicale. Voilà. Ok, merci à vous. Merci. Bon après-midi. Très gentil, Mohamed. Donc, voilà, donc Mohamed, elle était lors de premier jour consultation. Voilà, on va revenir aux patients. On a parlé des médecins, on va parler des patients. Mohamed, il a dit que les patients étaient très satisfaits. Justement, est-ce que tu peux nous parler de ces patients? Comme on trouve pendant une semaine, il y a les consultations, il y a l'opération, il y a le travail de fond, de préparation assuré par toi et les autres. Donc, Mohamed, il a dit ça fait 3 mois qu'ils prennent des rendez-vous, donc les médecins. Comment te trouves le degré de satisfaction de ces patients qui sont bloqués, qui n'arrivent pas à sortir de Gaza et qui attendent avec impatience votre venue pour avoir la chance d'être opérés par des médecins spécialistes, des chirurgiens, comme les membres de votre équipe médicale? Alors, je parlerai d'abord de l'organisation. Une semaine avant notre arrivée, nous recevons une liste des patients que nous verrons à la consultation. Alors, la consultation, c'était dimanche dernier. On a démarré à 13h et on a terminé vers 22h. Et les chirurgiens ont vu 70 patients. Sur les 70 patients, ils en ont retenu 20 à opérer. Et sur les 20, finalement, 17 ont pu être opérés. Et les 3, ils partent en Israël pour... non, les 3 qui n'ont pas été opérés, c'est parce qu'il y avait des contre-indications médicales. D'accord. Et alors, justement, pour ce qui est des patients, nous travaillons avec une association qui s'occupe d'enfants. Donc il s'agissait des patients que j'ai opérés, le plus jeune avait, qui ont été opérés, les 17 patients qui ont été opérés, le plus jeune avait 4 mois, le plus âgé 30 ans.
Alors, il s'agissait soit d'enfants présentant des malformations congénitales au niveau des mains, des pieds, soit d'enfants ayant eu une paralysie du plexus brachial, c'est-à-dire au moment de l'accouchement, un étirement des nerfs et qui provoque des lésions nerveuses le plus souvent, au niveau du membre supérieur. À côté de ces malformations congénitales, de ces paralysies obstétricales du plexus brachial, on a aussi beaucoup d'enfants qui relèvent d'accidents d'abord domestiques, avec les brûlures par exemple, d'accidents de la route, et puis enfin d'accidents par explosion. Et là, il s'agit souvent d'objets, d'explosifs qui non explosaient au moment où pendant la guerre, et qui, a posteriori, les gamins ramassent des objets non identifiés et qui leur explosent. Et qui, voilà. Et nous, ce qu'on reçoit sont des gamins qui ont ramassé une grenade, par exemple, et qui, du coup, ont des lésions sont extrêmement importantes. Voilà, donc maintenant pour le bilan de votre émission, ça fait 10 ans maintenant que vous êtes, ou plus de 10 ans, depuis 2000 maintenant, presque 15 ans de mission, de va-et-vient entre Gaza et la France et la Cisjordanie. Maintenant, si je comprends bien, depuis la deuxième intifada, vous vous êtes concentré à Gaza. Pardon. En Cisjordanie, vous faites plus de missions, c'est ça? Je voudrais dire un dernier point, c'est on a aussi tous ces gamins qui ont été blessés pendant les 3 dernières guerres, parce qu'en 6 ans, entre 2009 et 2014, il y a eu 3 guerres, et les principales victimes, encore une fois, étaient la population civile, et dont de nombreux enfants. Et encore cette mission, on a eu un certain nombre d'enfants qui avaient des séquelles de blessures faites pendant la guerre de 2014. Justement, si on va adresser un bilan de ces 15 ans de mission, comment vous qualifiez? Donc, c'est un bilan très positif. Qu'est-ce qu'il fallait développer? Comment, toi, tu étais sur place dans les différentes missions, presque 20 missions, 30 missions, parce que 3 missions tous les 3 mois, une mission tous les 3 mois, donc 3 missions par an. Donc, comment, si on va adresser un bilan général de ces différentes missions médicales, est-ce que vous êtes, comme partie de l'équipe médicale, est-ce que vous êtes satisfait? Est-ce que l'ORAF dû faire autre chose? Ça veut dire, qu'est-ce que vous avez réalisé et qu'est-ce qu'il manque encore pour les patients et pour les médecins de Gaza? Alors, des enfants relevant de la chirurgie de la main, il y en aura, et des adultes, il y en aura toujours. Je crois que ce qui est important, et c'est ce que souligne Christophe Oberlin, c'est qu'actuellement, il n'y a plus de patients qui sont référés à l'extérieur. L'extérieur, ça peut être la Cisjordanie, ça peut être Israël, ça peut être l'Égypte, ou les pays du Golfe, ou l'Europe, ou l'Amérique. Actuellement, les patients relevant de la chirurgie de la main sont pris en charge par l'unité de chirurgie de la main de l'hôpital de Chifa, dont le responsable est le docteur Mohamed Rantizi, dont l'équipe qui a été formée lui-même par le docteur Christophe Oberlin. Donc il n'y a personne qui part à l'étranger? Il n'y a pas aucun cas transféré? En tout cas, c'est ce qu'on nous a dit au niveau du ministère de la Santé. Même les cas un peu graves, donc c'est soigné sur place, c'est ça? C'est avancé, non? Les cas sont opérés sur place et nous en revoyons un certain nombre pour lesquels les indications sont rediscutées, qui sont éventuellement repris avec notre équipe. D'accord, donc si on comprend bien qu'il y a une évolution dans la chirurgie de main, donc dans les hôpitaux de Gaza, c'est ça? Et c'est la chose importante à retenir, c'est que maintenant les chirurgiens palestiniens prennent en charge leurs patients. Donc voilà, c'est grâce à cette formation, c'est grâce à leur volonté, malgré le blocus, malgré les difficultés. Donc, il ne reste pas beaucoup de temps, il nous reste seulement 5 minutes. On va te poser 2 petites questions. D'abord, tes impressions, toi, comme médecin, comme citoyen, donc français, en passage à Gaza tous les 3-4 mois. Quelles sont tes impressions après ces différentes rencontres?
tu as parlé un peu des patients, des formations, des chirurgiens, des médecins, tout ça c'est important, mais en dehors de ça, bien sûr, tu as toujours l'occasion, soit avant, soit après, de rencontrer les gens normaux à Gaza. Et tu es venu au département de France et rencontré les étudiants, tu as rencontré pas mal de francophones. Quelles sont tes impressions, toi, comme citoyen français, sur ces rencontres et sur la population, et notamment les jeunes de Gaza? Je crois que si on vient et revient ici, c'est que dans une situation qui est extrêmement difficile, encore une fois une situation de blocus, c'est Gaza la vie, enfin, c'est le titre de cette émission, c'est le titre des rubriques que nous envoie régulièrement Ziad. Il y a quelque chose de profondément juste dans ce nom Gaza la vie, malgré des conditions de vie qui sont souvent difficiles, et plus on est pauvre, plus c'est difficile de vivre à Gaza. On a affaire à des gens qui sont debout, et qui vivent dans des conditions difficiles en touchant 40% de leur salaire ou en étant chômeurs, et malgré tout une administration qui fonctionne, encore une fois des hôpitaux qui fonctionnent, et des écoles qui fonctionnent, des universités qui fonctionnent. Il n'y a pas de gens qui sont laissés sur le bord de la route. Bien sûr qu'il y en a, mais pas beaucoup. Gaza est debout. Donc la vie continue à Gaza malgré tout. Et voilà, ton dernier message pour les Palestiniens de Gaza et les Palestiniens francophones en particulier, ton dernier mot, ton message de clôture de cette émission, Dr Christophe. Merci Ziad. Donc on t'écoute, ton dernier message, si tu as un message à dire, un mot à dire à la fin de cette émission. Le message, c'est qu'il faudrait que les regards se tournent vers Gaza, et la réalité de ce blocus, la réalité des conséquences de ce blocus, et voilà, il y a 1 800 000 habitants à Gaza. Les victimes de ce siège sont des civils. Un siège, encore une fois, qui a des répercussions majeures sur le plan économique. Ce siège s'accompagne de guerres. Encore une fois, en 6 ans, il y a eu 3 guerres, avec d'innombrables morts, mais aussi des blessés. Et parmi ces blessés, je dirais, il y a la notion de psychotraumatisme, c'est-à-dire que des enfants qui ont vécu, qui vivent ces guerres, ont ensuite des séquelles qui sont extrêmement difficiles à prendre en charge, et il serait temps de s'en occuper. Très bien, en tout cas, le débat et les échanges sont très intéressants, mais on est obligé à arrêter l'émission, à finir l'émission, parce qu'il y aura d'ici 3 minutes de coupure d'électricité. Et justement, tu parles des conditions des pays de Gaza. Depuis hier, donc on a seulement 4 heures d'électricité par jour. Les techniciens, la radio, il fait beaucoup d'efforts avec le générateur, mais c'est pas toujours évident. C'est pour cette raison on va arrêter la semaine prochaine dans notre émission, parce que les conditions sont difficiles. Ça montre un peu, c'est vrai qu'il y a une volonté, comme tu as dit Dr Christophe, mais il y a une réalité dure. Il y a le coupure d'électricité. Auparavant, Gaza, chaque foyer à Gaza, il avait le droit à 8 heures d'électricité. Actuellement, depuis hier et jusqu'à 10 jours, donc jusqu'à 20 avril, on aura seulement 4 heures d'électricité. Imaginez 4 heures d'électricité par jour, ça veut dire 18 heures ou 20 heures de coupure, 4 heures de courant électrique. Donc c'est difficile pour les familles de s'adapter avec ce contexte difficile. Mais comme il a dit Dr Christophe, que je tiens à remercier donc pour sa mission médicale et pour d'être venu à cette émission, la vie continue à Gaza. Donc voilà, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup Dr Christophe, ça me fait plaisir d'échanger avec toi. Merci Ziad. Voilà, bon fin de ce jour à Gaza. Il te reste 2-3 jours pour échanger, rencontrer les gens, les personnes donc, à Gaza, des citoyens, des habitants. Voilà, on arrive à la fin de cette émission. Voilà, on se trouve dans 2 semaines. La semaine prochaine, on ne sera pas là parce que, comme je viens de dire, il y a des problèmes d'électricité. Merci beaucoup, Amitié de Gaza la vie. Au revoir.